Alors, je cède la parole à Peggy qui va nous parler du plan communal de sauvegarde, pour vous expliquer un peu ce qu'est ce document, donc, qui est ici avec un dossier assez important et qui, comme on l'a dit en introduction de ce conseil, sera à votre disposition, chers collègues conseillers municipaux, mais aussi à la disposition de la population. Donc très rapidement, parce que tu as déjà dit l'essentiel tout à l'heure, donc le plan communal de sauvegarde qu'on appelle aussi PCF, c'est un outil qui est réalisé, alors là j'en ai la version papier accompagnée de cartes en annexe, c'est un outil qui est réalisé à l'échelle de notre commune, sous la responsabilité du maire qui a le pouvoir de police, pour planifier en fait les actions dans le cadre de la gestion du risque, mais de risque en cas d'événement majeur. Donc des événements naturels, technologiques ou sanitaires. Donc il s'agit en fait de prévention et aussi de protection de l'ensemble de la population de la commune. Donc en fait, il s'agit, alors ça nous avait été imposé suite à l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, donc en 2001. Donc il y a eu une loi de modernisation de la sécurité civile en 2004, en demandant aux communes en fait qui étaient dotées d'un PPRN, donc de se munir également d'un PCS. Donc voilà, le temps de la rédaction pour nous est achevé. Donc voilà, maintenant il est consultable. Donc le temps était un peu long aussi parce qu'il fallait recenser toutes les vulnérabilités et les risques qui sont présents et à venir et tout anticiper sur la commune, et de faire aussi le recensement de tous les moyens dont on disposait sur la commune. Donc après, vous le verrez lors de la consultation, ce qui est bien plus parlant, c'est quand on regarde un petit peu le sommaire de ce document, on y retrouve en fait le schéma d'alerte par le responsable de la commune, le poste de commandement et la cellule de crise municipale qui peuvent se mettre en place, ou comment, avec quels moyens, quelles sont les personnes nommément qui doivent être à disposition en cas d'accident, des fiches actions qui sont présentées aussi. On a toute une stratégie opérationnelle communale, alors ça veut dire qu'en fait il y a des fiches par type d'incident possible. Donc on peut trouver des incidents comme des inondations, et ça va jusqu'à l'incident nucléaire. On peut avoir la découverte d'un engin de guerre par exemple, ou la distribution d'eau potable, comment la mettre en œuvre, qui prévenir, qui doit être mobilisable très rapidement. Et puis après, on a par exemple dans un deuxième chapitre tous les moyens qui ont été recensés, donc les moyens matériels, par exemple les lieux d'accueil, donc la caractéristique d'accueil de tous les lieux d'hébergement qu'on peut trouver sur Avranches, les caractéristiques précisément des salles qui sont à notre disposition, salles municipales bien sûr, mais aussi les salles qui sont réquisitionnables, donc est-ce qu'elles sont équipées de couchage, de couverture, est-ce qu'il y a des sanitaires. Donc voilà, toutes les personnes ressources qui sont sur la commune. Et puis après, on a une présentation plus générale de la commune et l'analyse du risque. On a un plan cadastral avec des cartes qui sont précises. On a des informations relatives à la population, donc sur la population permanente, la population saisonnière, activités ponctuelles, donc avec toutes les résidences secondaires, les activités touristiques, pour qu'on puisse aussi, alors c'est moins le cas sur Avranches, mais s'il y a des campings, pouvoir anticiper aussi cette population supplémentaire. Et puis des informations relatives aux lieux particuliers, comme tous les ERP qu'on a sur notre territoire, les entreprises, les artisans et les exploitations agricoles. Donc voilà. C'est un document qui vit, bien évidemment, hélas parce que les risques évoluent et vont souvent plutôt grandissant, donc il y a forcément des fiches qu'il a fallu rajouter, je pense notamment en cours de la rédaction sur les risques attentats. Et puis c'est un document qui vit parce que notre commune vit, elle change, elle évolue aussi, tant au point de vue urbanistique que de la population, donc c'est un document qui sera remis à jour avec beaucoup de vigilance par l'ensemble des agents de la ville, et puis sous l'autorité du maire. Merci Peggy. Et surtout, n'oubliez pas, le document est à votre disposition et mérite d'être regardé, parce que finalement, il y a pas mal de choses auxquelles on ne pense pas au premier abord et qui sont désormais bien listées dans ce document. Émilie ? En entendant la sirène l'autre jour, je me suis dit que peut-être ce serait une idée que sur le site de la ville, de au moins mettre sur un petit encart les sirènes quand il y a un nombre de sonneries et tout ça, et donc peut-être remettre ce petit rappel pour les habitants, parce qu'en fait on ne sait pas tellement ce qu'on doit faire, donc juste peut-être, voilà, si c'est possible. Là, c'est évident, puisque tu évoques la question de cette sirène qui, malheureusement, a retenti en pleine nuit à 0h40 et qui a inquiété beaucoup d'habitants d'Avranches. Alors, certains ont pu vérifier s'ils avaient ou pas le sommeil léger.
Certains n'ont rien entendu du tout, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que là, c'est lié à un dysfonctionnement. Alors, la sirène avait été révisée il y a quelques semaines, avant l'été, mais malheureusement, ça n'a pas empêché son déclenchement impromptu. Mais tu as tout à fait raison, je pense qu'il y a une vraie information à diffuser sur l'usage de cette sirène. Traditionnellement, la sirène, c'était l'outil qui permettait d'avertir des pompiers qui devaient partir en mission, enfin en tout cas en intervention. Aujourd'hui, on le sait tous, ils ont des bips qui leur permettent d'être avertis de manière individuelle. Aujourd'hui, la sirène a surtout une vocation informative pour les habitants. Mais on s'aperçoit finalement que les habitants savent très peu à quoi correspond tel nombre de sons émis par la sirène et quoi faire dans cette sirène. Donc finalement, cette sirène qui s'est déclenchée de manière inopinée nous amène à nous questionner sur une meilleure information qu'il va falloir que l'on donne aux habitants en cas de déclenchement qui, cette fois-ci, ce serait justifié. Voilà. Donc merci pour ce point. Concernant le PCS. Oui, pour rappeler quand même que la sirène fonctionne les premiers mercredis de chaque mois. Ça, c'est un exercice il y a plein de gens qui le savent, mais certains n'ont, comme ça n'a pas fonctionné pendant un certain nombre d'années, qui ont peut-être oublié. C'est juste pour un exercice de bon fonctionnement de cette sirène. Voilà, Nicolas. Je ne crois pas que ça ait été dit, donc très concrètement, quand ça sonne, il faut rester, se calfeutrer chez soi et écouter les médias locaux pour savoir effectivement. Tout dépend du nombre de coups. Ouais. Spécifiquement, et même dans les premiers secours, c'est ce qu'on nous apprend aussi. Pas forcément, parce que des fois, il y a une évacuation en cas d'attaque militaire. Aérienne. Il ne faut pas rester calfeutré nécessairement, en fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut allumer la radio. Ça, c'est le point commun entre... Mais voilà. Après, ça dépend si c'est un accident nucléaire ou une attaque. Mais en tout cas, écouter la radio, c'est la première des choses à faire. Donc oui, un message simple, parce que je ne suis pas convaincu que la population apprenne les différentes tonalités de la sonnerie. Voilà, donc. Alors, cela dit, après le retentissement de cette sirène en pleine nuit, il y a énormément de gens, moi le premier, qui sont allés voir sur Internet à quoi correspondaient les différents coups. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'information est disponible, mais encore faut-il que nous, on se l'approprie et qu'on en fasse. Ouais. Bien, en tout cas, c'est un sujet qu'on est en train de traiter.